Me retrouver de l'autre côté de la caméra, ça me pose un problème puisque d'habitude c'est moi qui pose les questions. J'ai rarement l'habitude de me trouver de l'autre côté et j'aime pas beaucoup parler de moi. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Moi, je suis un bavard qui fait un gros effort pour écouter les autres à la télévision. Je suis là. Il y a un petit problème. Il faut me faire signe. Je suis pas dans la lumière, ça fait rien. Drucker, c'est simple. C'est sa famille, sa femme blonde, c'est ses chiens, c'est la campagne, c'est le vélo, c'est une espèce de modèle, d'hygiène de vie. Et on m'a jamais posé d'autres questions. Moi, je suis pas un intellectuel, tu sais. Chez moi, tout est affectif. Hein. Et j'ai choisi ce métier. Ou il m'a choisi, je ne sais plus. Parce que les gens me sont sympathiques. Tous autant qu'ils sont. Quand je les vois arriver sur le podium, avec leurs petits airs timides, leurs petits bouquets, leurs petites voix, ça me monte à la gorge. Ah oui, j'ai presque envie de pleurer. T'as vu cucu tout ça, hein? Mais enfin, bon. Faut trouver une phrase bien balancée sur le devoir d'effort de protéger les faibles. Michel Drucker, D-R-U-C-K-E-R. Michel Drucker, c'est Michel Drucker. Il n'y en aura pas un autre. Oh, c'est chouette une émission comme ça, est-ce que je suis content. C'est aussi parce que je vous ai vu beaucoup à la télé. J'ai pas pu résister. C'est votre émission, après tout. Vous pouvez le faire. Que sera Michel Drucker dans 20 ans? Drucker s'identifie à Drucker. Vous aimez les chiens? Il est usant, mais il a tellement de charme. J'ai voulu faire ce métier le plus longtemps possible, comme on fait sa médecine, comme on enseigne, comme on travaille, jusqu'à ce que la santé vous lâche. Et j'ai l'impression, moi, et ça me rassure, bon, c'est l'hypocondriaque que je suis qui vous parle, j'ai l'impression que plus je travaille, plus mon moteur tourne et plus je vais loin. Printemps 1942. Sur un quai de la gare de Rennes, Lola Drucker, enceinte de Michel, est arrêtée par la police allemande. Elle est juive et sans papier. C'est Jean Lelay, venu les accueillir pour les cacher chez la famille Faget, en Bretagne, qui va la sauver. En germaniste avec l'officier, il évoque la grande culture allemande, Goethe, Schiller, jusqu'à ce que l'officier, finalement, les laisse repartir. Le petit garçon de ce Jean Lelay, Patrick, deviendra le président de la plus puissante télévision privée d'Europe, TF1. Michel Drucker aussi deviendra un nom à la télévision. Pendant la guerre, le père Lelay a sauvé le fils Drucker dans le ventre de sa mère. La télé rôde sur cette naissance, comme un destin. En 1942, une conversation culturelle lui a sauvé la vie. Ce Drucker-là, le petit Michou, Mimi, celui de la gare de Rennes, sait bien qu'on n'a qu'une vie. Gentil comme l'agneau, malin comme un singe, cet enfant-là veut vivre ailleurs, dans un monde dont il serait enfin maître. C'est un endroit où mes parents n'ont pas été très heureux. C'est un endroit où ils ont commencé à gagner leur croûte. Et puis 42 est arrivé. Ensuite, c'est un endroit où mon père est revenu en 47-48 s'installer à Vire, dans la place de la gare, où il n'a pas été accueilli à bras ouverts par le Conseil de l'ordre de l'époque. Je ne saurais jamais d'ailleurs le rôle qu'ont joué certains de ses confrères, l'un d'entre eux en tout cas, dans le fait qu'il a été dénoncé et arrêté parce qu'il était juif. C'est là où j'ai une sœur qui est morte bébé, car j'ai une sœur aînée qui repose en Provence, que j'ai pas connue. En voyant ce petit gamin qui doit avoir 12 ans, je me revois il y a plus de 60 ans, un peu plus de 60 ans, avec mon moulinet, avec la canne à pêche que m'avait offert mon père. Car mon père, bizarrement, qui était un impatient, caractériel, nerveux, irascible, instable, il retrouvait son calme au bord de cet étang. Et très très vite, il perdait un petit peu patience, parce qu'il attendait une réponse de ma part qui ne venait jamais. Une réponse à cette question. Alors, est-ce que tu as une idée de ce qu'on va faire de toi? Alors, il y a des gens qui vont me dire bonjour, là, qui se demandent ce que je fais à parler tout seul.
qui doivent se dire, tiens, finalement, est-ce que ce type... Oui, alors là, ouais, c'est la psychiatrie qui vient. Je parle pas tout seul, hein. Non, mais je vois, vous Croyez- tourné, monsieur Drucker. Et croyez pas que je parle tout seul, parce que là, on me pose des questions. Bonjour, monsieur Bonjour. Drucker. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, enchanté de vous connaître. On voit beaucoup à la télé. C'est à manger. Voilà. Incroyable. Et il n'arrivait pas, lui le médecin, lui qui avait une intuition incroyable, il n'arrivait pas à guérir son fils dont l'électroencéphalogramme était plat de l'âge de 7 ans à 17 ans. Il n'a jamais compris comment ces 10 années-là, je n'ai rien imprimé. Mais rien imprimé. Ça paraît surréaliste que je vous raconte, mais je n'ai rien imprimé. À rien. Je n'ai rien appris, rien retenu. Je me suis intéressé à rien. Quand mon père montait l'escalier, on l'entendait. Il est au premier. Bon, il va peut-être pas monter en haut. Non, si. Quand il montait en haut, là, c'était catastrophique. Pour moi. En fait, le problème, c'est que c'était violent parce que le climat général, l'ambiance générale était tendue. J'ai pas de souvenir de week-end, d'une journée à la maison. Mon frère vous dirait la même chose, sans coup de gueule. Voilà. Mes parents ont été un couple volcanique. Qui est à l'appareil au 538 66 33. Allô, Michou? Oui, Michou. Eh oui, parce qu'on m'a appelé Michou pendant toute mon enfance. Et ma mère m'appelle encore Michou. Eh oui, c'est comme ça, il fallait porter aussi ce nom, hein. Oui, qui est à l'appareil? C'est Daniel Judel. Ah, Daniel Judel, attends. T'es entre Salane et Roland Desroux, tout en haut. T'es le numéro 4. Ouais. Eh oui, mais t'avais pas l'air gay non plus sur la photo, toi. C'est vrai que les éclats de voix, les couples qui s'engueulent, les conflits, c'est quelque chose que j'ai fui très très vite. Et d'ailleurs, bon, je devrais pas dire ça maintenant. Si mes parents m'entendent, ils me diront quand même, t'es un peu sévère. Mais je suis absolument convaincu que si ça avait été plus paisible à la maison, j'aurais peut-être fait des études. Le climat de tension, le climat électrique qui régnait à la maison était tel que ça me traumatisait. J'observais que finalement, s'il avait consacré un peu plus de temps sur ses devoirs et travaillé un peu mieux à l'école, le foyer familial aurait été plus paisible, quoi. Mais donc probablement qu'à un certain moment, oui, je lui en voulais un petit peu d'être en partie la cause de l'ambiance familiale. J'ai su très tard que quelque part mon problème a empoisonné le climat familial. Mon père, même quand tout allait bien, tout allait mal. Donc là, c'est la première fois que j'entends mon frère me parler de ce côté pesant qu'il y avait. Parce que vraiment, c'était un leitmotiv, c'était devenu quelque chose d'assez lourd. Mais je suis très touché d'entendre Jacques parler de tout ça. J'ai vraiment 2 frères extraordinairement brillants, très drôles, pas du tout des bêtes à concours, mais doués pour tout. Bon. Jean, il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA, il est rentré au cabinet de Malraux. Entre Duhamel et Malraux, il était le collaborateur des 2 plus grands ministres de la Culture. Finalement, Jean, qui était le maillot jaune régional, qui était bon en tout, qui était bon partout, qui était beau, qui était élégant, qui était bon en filles, très bon en filles. Je l'ai rattrapé plus tard d'ailleurs. J'ai même laissé sur place dans le domaine des nanas plus tard, mais il était très bon en filles. Quant à mon frère Jacques, interne des hôpitaux, professeur de santé publique, co-inventeur du vaccin contre l'hépatite B, j'ai vraiment 2 frères extraordinairement brillants. Dis donc, t'es belle comme tout, hein? T'es en pleine forme, hein? Allez.
Il y a Jean. Il y a Jean, il y a Jacques, il y a M. Benedetti, il y a Jacqueline. Ça, c'est moi. Monsieur Steele. Ça, c'est ma maman. Ouais. Il y a Jacques que j'aperçois là. Oui, Monsieur Steele. Voilà. Il y a papa qui, exceptionnellement, a l'air calme. Oui. Bernadette est celle qui connaît le mieux la famille Drucker. Ah oui, c'est vrai car que... tu nous as connus dans les périodes difficiles. Oui, ah oui. Juste après la guerre. Oui, juste après la guerre. Juste après la guerre, mon papa était rentré, le premier cabinet. Et papa était déjà bien nerveux. Non, oui, oh oui. Ah, c'était un sacré bonhomme. C'était un sacré Tout le monde bonhomme. me parle de lui tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et j'en rêve très, très, très souvent. J'en rêve très souvent, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ta maman, elle m'a tout appris. Hein. Oui. Elle m'a appris à faire la cuisine, elle m'a appris à faire le ménage. Parce que moi, je sortais de la campagne, hein, j'avais 18 ans, je ne savais pas faire grand-chose. Hein. Elle m'a tout appris, maman. C'est vrai que quelque part, c'est mes parents. Oui, absolument. C'était mon petit frère. Mais ça s'est quand même un peu arrangé après. Ça, c'est à l'âge de 7-8 ans, mais après... Non, contrairement à ce que vous pensez, ça s'est arrangé très, très tard. Et ça s'est arrangé parce que je suis parti. Parce que j'ai quitté cet univers que je trouvais un petit peu pesant. J'arrivais pas à bien communiquer avec, j'allais dire, la pédagogie de l'époque. Alors je suis parti et inconsciemment, vers l'âge de 15 ou 16 ans, j'avais décidé que je me fabriquerais mes propres prothèses et que j'essaierais de réussir, entre guillemets, en tout cas de réussir ma vie, de réussir dans la vie, en dehors du système classique. Bref, déjà, j'essayais de fabriquer mes instruments du parfait autodidacte. Les dernières fois où j'ai marché ici avec mon père, avant d'aller au Sable d'Olonne m'occuper d'enfants compliqués, difficiles, je me suis dit, bon, voilà, la prochaine fois je reviendrai ici, j'aurai à régler tout ça. L'été, c'était une colonie de vacances, la colonie de vacances de Saint-Jean-d'Orbestier, je me souviens très bien, quand j'avais rempli le formulaire. Et c'est là où, tout un été, en 1960, je me suis occupé d'une poignée de gosses. C'était mon premier grand saut dans la vie, quoi. C'était mon premier contact avec la vie de tous les jours, mes premiers sous, mon indépendance, ma liberté. Voilà, j'entrais dans la vie. Et ensuite, eh bien, j'ai continué à faire d'autres petits boulots à Paris. Et puis, ça a été la grande aventure du service militaire, Compiègne, avant la télé. Mon père était là de avril 42, novembre 43, et ensuite il est allé à Drancy. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Oh, je comprends. Ça non, c'est pire que ça. Vous savez pas, c'est pire que ça. J'ai fait mon service militaire ici. On l'a renvoyé dans cette salle, là. ici. Ah, ouais. C'est que de tous les camps de déportés en France, Compiègne est probablement le seul qui est devenu une base militaire, dépendant de l'armée de l'air, la base 117, le camp de Royalieu. Vous avez, monsieur Drucker. Et j'ai fait mon service militaire là. J'ai voulu revoir une fois dans ma vie, j'étais pas revenu depuis 45 ans ici, l'endroit où mon père avait vécu ce cauchemar pendant 13 mois, et revoir l'endroit où 20 ans après, j'étais venu, moi, passer 4 mois au même endroit où il avait tant souffert, et ne parlons pas de tous ceux qui ne sont pas revenus. Je suis né 2 fois. Je suis né en 1942, le 12 septembre. Et puis je suis né en janvier 64-65 à la télévision. C'est une deuxième naissance parce qu'alors là, j'avais suffisamment observé de choses et je me suis dit, voilà, moi je vais faire autre chose. Il ne faut pas croire que 10 années où j'ai rien imprimé, ça s'attrape comme ça. Entre 7 et 17 ans, ces 10 années sont tellement essentielles que je colmate, que je cache, que je dissimule mes lacunes et les manques, quoi. Thierry Roland, depuis 15 jours, on use les superlatifs à l'adresse de Jacques Anquetil et de Jazzy, les deux grands du sport français.
Alors, c'est un peu sur la pointe des pieds que je viens vous demander si... La première fois où j'ai entendu Thierry Roland ou Robert Chapa dire « Ici, la route du Tour à vous, Cognac-G. Ici, le Parc des Princes à vous, Cognac-G. » J'ai dit « Mais qui est ce Cognac-G » Et puis voilà, j'ai découvert Cognac-G. Raymond Marcillac, mon patron, habitait là, carrément. Lui, il pouvait venir en pyjama. Il avait un dalmatien qui nous terrorisait. Et là, alors c'est une rue que j'arpente souvent. Pendant que dans le vaste studio numéro 3 de la rue Cognac-Jet, machinistes et électriciens préparent le décor et les lumières de Sport Dimanche, 3 étages au-dessus, au 6e, les reporters et rédacteurs sportifs s'apprêtent à entrer en scène. Vous remarquerez que Loïs Vanley. peu de temps dont ils disposent pour leur grave méditation sur leurs commentaires dominicaux, nos amis des sports travaillent dans la plus grande décontraction sous la férule bienveillante de leur directeur, Loïs Vanley. De l'autre côté de la cloison, vous avez des groupes du Maillet, Lazaret, Figure-Barrère, 5 colonnes à la une. Vous avez Darget, vous avez Mac-Paul Fouché, vous avez Nicole Védresse. Ça, c'est les pionniers. Vous propose 5 colonnes à la une. Au service des sports, on ne bossait pas beaucoup. Le métier de reporter sportif, c'est un métier de rêve. J'ai adoré ça, et quand mon père est arrivé, je dis, vous déconnez pas, hein. Donnez l'impression qu'on bosse sérieusement. Quoi. Il est arrivé, il a regardé, il est arrivé avec un peu d'avance. Alors évidemment, on s'est fait un peu piéger, il y avait encore 2-3 cigares mal éteints, 2-3 collaboratrices qui étaient assises sur le bureau avec des jupes un peu trop relevées. Et il y avait eu 2-3 belotes qui n'étaient pas finies, quoi. Enfin, on était vraiment au taquet, quoi. Et mon père rentre là-dedans, bonjour, mon père, Roger Coudert. Finalement, j'ai regretté, j'aurais dû lui présenter les gens de 5 colonnes. Je suis trompé de porte. Alors, il est sorti, il m'a dit... Très bien. Il a failli me dire, bon, mais il voulait pas me redire qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein. Mais j'ai senti, il a dû dire autre chose. Il a dit, ça va te mener où? C'était encore pire, quoi. Mais ça va te mener où, ça? Et nous allons retrouver un autre élève du collège de Sport Dimanche, Michel Drucker. Vous voulez que je vous refasse la scène? Oui, allez-y. Allez, je vous refais la scène 20 ans après, presque. Vous avez bonne mémoire. Présentez-moi, Léon. Voici donc un jeune. Vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez voir ce qui s'est passé. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire que voilà un jeune garçon dont vous connaissez la voix. Vous l'entendez commentant des matchs de football, enfin des extraits de matchs de football, depuis un certain temps. Aujourd'hui, il franchit le pas. Aujourd'hui, il sort de la cabine, il vient sur le plateau. Il est devant votre caméra. Roger, voudriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à le soutenir? Parce que, Roger Coudert, naturellement, parce que ce jeune garçon, Michel Drucker, D-R-U-C-K-E-R, est un peu ému. Allez-y, mon petit vieux. Vous voyez, vous avez 1000 qualités. Vous devriez réussir, mais en travaillant. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai dit. Alors voilà ce qui s'est passé. En championnat de France de première division, Bordeaux avait eu Lens 2-1. Alors ça a été ça tout le temps, ensuite la table. Ça a duré très longtemps, ça a duré 8 minutes. 8 minutes, c'est énorme, c'est le tiers d'un journal télévisé. Et Léon est au-dessus de mon épaule, je ne me rendais pas compte, j'étais complètement inconscient. Et Roger Coudert, c'est pas de dire, écoutez, nous tenons la table, parce que la table tremble, nous tenons la... Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Le lendemain, c'est là où j'ai mesuré l'impact tout à fait extraordinaire de cette machine qui est la télévision. C'était, n'oublions pas, il y a 18-20 ans. Je suis monté dans l'autobus. Il était 7h30 le matin, les Parisiens lisent leur journal dans l'autobus. Je suis monté à l'arrière, voilà ce que ça a donné. La plupart des gens qui lisent le journal se sont retournés vers moi et ont dit « ça va mieux depuis hier soir ». En réalité, les examens que j'ai pas pu passer dans le circuit classique, je les ai passés devant un public plus large qui est celui de la télévision. Et j'ai toujours dit qu'à la télévision, c'est un peu une université. Il y a des examens, il y a des paliers. Alors, il y a ce qui correspond aux études primaires, aux études secondaires, ensuite aux études supérieures. Et c'est vrai que chaque émission, chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans, quand on vous confie des choses de plus en plus importantes, on a l'impression, finalement, de passer également des examens. Alors, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme, et sans trembler, hein? Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger, à Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme. Nous sommes en 65, 66, 67. Les gens passaient et on entendait « Marcel, Marcel, regarde, c'est Léon Zitrone. » Léon Zitrone baissait la glace et disait, alors qu'il est en train de finir ses concombres et ses tomates, « Marcel, passez votre chemin,
Je suis là incognito avec mon jeune stagiaire, je suis concentré sur leur tiercé, je vous interdis de me reconnaître. Et moi, tétanisé à l'arrière, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Eh bien, ce fou, il avait du génie. Alors ça, je ne parle pas de manger, mais ça, c'est l'image même de ma vie. Il y a d'abord une lutte permanente contre le temps. Aujourd'hui, je dispose de 20 minutes pour déjeuner. Alors, je ne vais pas m'amuser à entrer dans un restaurant et à crier et à houspiller le garçon vite, 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 vite. On me regarde déjà comme une bête curieuse. Alors là, ça créerait presque, ça peut paraître exagéré, mais ça créerait presque un petit scandale, je voudrais l'éviter. Oui, bonjour monsieur, c'est Michel Drucker de France Télévisions à l'appareil. Est-ce que vous m'autorisez à venir parce que je suis jamais revenu chez moi. Voilà la première vue que j'ai eue sur Paris quand je suis arrivé et que j'habitais avec ma maman. Le Vepler, brasserie mythique, et juste à côté là de ce qu'est le cinéma Pathé, au 134, habité Léon Zitrone. Zitrone, c'est juste en face là-bas, le balcon en face. Je pouvais l'apercevoir ici. Léon prenait son bain de foule souvent le soir. Il passait, donc voilà, la foule s'arrêtait, Léon Zitrone, il arrêtait. Et de temps en temps, il lui est arrivé de se mettre au balcon, de temps en temps, enfin. Mais habiter Place Clichy, quand on était la plus grande star de la télé en 65, il fallait quand même le faire, quoi. Le DC-8 s'approche de la piste du Bourget. Allô le Bourget, allô Michel Drucker. Est-ce que vous avez déjà dans le champ de vos caméras, est-ce que Pierre Mahot peut voir actuellement déjà le DC-8 qui vient vers vous? À vous Michel Drucker. Oui, Pierre Sabac, nous voici de nouveau sur la terrasse, sur la plateforme, sur ce perchoir du Bourget, où nous allons assister tout à l'heure à l'atterrissage du DC-8, du Music-Hall volant, qui revient à son point de départ après cet aller-retour Paris-Marseille. Écoutez, pour l'instant, je ne vois rien. Je ne sais pas où il en est, je ne sais pas. Je cherche le bip-bip lumineux, mais pas de DC-8. Alors, Maxime Sori, qui est dans le hall, peut peut-être... Eh bien ça, cette intervention, elle est décisive dans ma vie. Décisive. Elle a changé ma vie. Mais certainement, Maxime Sori, et d'ailleurs, je vous donne une image de l'avion, vous voyez les gens sont assis maintenant. Et sur le... Voici Albert Resner. Pourquoi l'aviez-vous choisi? Une histoire absolument insensée. J'étais en train de regarder tout bêtement ma télévision un dimanche après-midi et soudain je vois passer dans le regard du présentateur qui était Michel Drucker une vague inquiétude qui se transforme presque en panique et je m'aperçois qu'il disait un texte qui n'avait rien à voir avec l'image. Et alors je me suis dit, eh bien vraiment, ce garçon doit pouvoir dans n'importe quelle circonstance et n'importe où se tirer d'affaire. Vous avez trouvé une interview de la dame à qui je dois ma carrière. En réalité, l'avion s'était posé, je ne l'avais pas vu. Il n'y avait pas de prompteur, je n'en ai jamais eu. Pas d'oreillette, il fallait meubler. C'est Pierre Sabac qui me passe l'antenne. C'était un exploit technologique. Pour la première, c'était tête de bois en plein ciel, un barnum incroyable. Et elle m'a appelé le lendemain. Elle m'a dit, écoutez, je vous ai vu l'autre jour, là, quand on peut faire ça, on peut tout faire. Vous savez, à la télévision, il y a toujours eu des femmes très puissantes, très proches du roi, très proches du château, comme l'on dit. Ou des femmes qu'on craignait beaucoup parce qu'on le savait qu'elles avaient la ligne directe avec Dieu. Donc Michel Arnaud, qui était très ami avec Mitterrand, François Mitterrand, quand elle chantait au Miller-Larsouille en 56, le cabaret de la Rive Droite, tenu par son premier mari, elle en a eu 5, qui s'appelait Francis Claude. Il y avait quelqu'un qui était amoureux d'elle, qui était là presque 4 fois par semaine avec son copain André Rousselet. C'était des gamins à l'époque. C'était François Mitterrand. Voulez-vous jouer au tilt? Jacques Dutronc est là ce soir à Douai, et moi, Jacques Dutronc. 700 millions de Chinois. Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense puis j'oublie. C'est la vie. 80 millions d'Indonésiens. Et moi. Avec ma voiture.
pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurais mieux. Comment te dire adieu? Cette vedette a eu la gentillesse de venir ce soir à Douai. C'est un peu sa rentrée sur scène et à la télévision, avec un titre qui n'a pas été classé car il est beaucoup trop récent, mais qui va très probablement faire une entrée fracassante dans tous les classements. Noir c'est noir, Johnny Hallyday. Michel Arnaud, je l'ai revu une fois, elle est toujours très dure, très très dure. Elle me disait, alors, Drucker, je vous ai aperçu, ça marche pas trop mal pour vous. Il faut dire qu'au royaume des aveugles, bon. Et elle me disait, je vous ai vu l'autre jour, c'était pas si mal. Pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, pas de vocabulaire, c'est pas mal. Avez-vous gardé le dictionnaire des synonymes que je vous ai acheté pour Noël? Je dis absolument, madame. Elle me disait des choses terribles, mais pas seulement à moi. Michel Drucker. Ouais, ben il y a eu un. C'est entre les deux chansons, Oui, je suis mais désolé. il y a eu un petit truc, quoi. Bon, on commence. Regarde notre carton droit. Excuse me, Paul. Ça tombe toujours. Mais de toute façon, Jean-Pierre, il y a eu un petit truc là. Il y a eu On reprend le classement à partir de... Mais oui, je préfère parce que ça a flotté, il y a des gens qui parlent. Elle me disait, devant tout le monde, devant les attachés de presse et techniciens, Drucker, elle m'appelait Drucker, dites-moi Drucker, vous êtes sûr d'avoir lu une page du dictionnaire des synonymes? Vous savez que c'est pas un album à colorier, il faut le lire. Oui, madame. Alors on refait en étoffant votre vocabulaire. Moi j'étais tout seul, j'étais comme ça. Je dis, mon ulcère à l'estomac, mon truc, mes comprimés. Je dis, devant tout le monde. Alors on refait Drucker, hein, et plus souriant, plus dynamique, comme si vous étiez cultivé. Faites-le. Bon, madame. Alors maintenant, nous allons retrouver Hugo Frey, qui va nous chanter une adaptation de chanson de Bob Dylan. Vous savez qu'Hugo Frey... Non, on refait. Ce jeune homme a tous les codes de la bourgeoisie et l'aisance du voyou. Et il est sexy, comme personne, rue Cognac-Jay. Michel incarne les années 60 en marche, dans un monde gaulien, en noir et blanc. L'époque le désire, il le pressent, il est l'avenir, il est irrésistible. Michel Drucker. Vous voulez venir une seconde? Je m'excuse d'interrompre votre partie. Bonjour. Je vous en prie. Je voulais vous demander quel âge avez-vous exactement? 22 ans. 22 ans. Ben, ça va satisfaire beaucoup de téléspectateurs qui s'interrogent sur votre âge. On m'a demandé si vous aviez 18 ans, 19 ans, parce que vous faites très très jeune. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Célibataire, ça fait plaisir beaucoup de vos admiratrices. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient reporter sportif à la télévision? Bien, en glandant. Il n'y a pas de système type pour devenir reporter sportif. Je crois que lorsqu'on aime le sport et lorsqu'on est assez obstiné, et c'est mon cas, on tente sa chance et puis pour moi ça a très bien marché. J'ai fait mon service militaire à Paris, au service d'information de l'armée, où j'ai été tout de suite plongé dans les milieux du journalisme en général. Et j'ai pris contact avec la presse écrite, avec la presse sportive spécialisée. Et j'ai été tout de suite mordu. Déjà, je connaissais bien le sport. Et j'ai décidé, à la fin de mon service militaire, de tenter ma chance. J'ai surtout une très très grande ambition, mais je ne suis pas sûr d'avoir les moyens de mes ambitions. Donc je dis, je veux réussir, ça je suis sûr que je vais faire quelque chose. Quoi, j'en sais rien, ça sera peut-être derrière et pas devant. Mais il faut que je fabrique les outils. Et là, c'est là où je vais ouvrir toutes les portes pour qu'on m'oublie pas, c'est vrai. Là, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai un début d'ulcère d'estomac et j'ai un zona. J'ai tous les signes extérieurs du type
anxieux, angoissé, inquiet, terrorisé, pas sûr de lui. Nous allons laisser la parole à celui qui est le cadet du service des sports, notre ami Michel Drucker, qui est en fort bonne compagnie. À toi, Michel. Merci Roger Lanzac, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Après les 24 heures du Mans et après les chevaux, eh bien nous allons assister à un combat de catch en compagnie, mais oui, de Johnny Hallyday, qui viendra chanter avec nous tout à l'heure, et à qui je vais poser quelques questions qui concernent le sport, bien entendu. Johnny, tu aimes le catch? J'aime bien le voir, je préfère le regarder que de le faire. À l'heure où le RTF du Grand Charles envoie chaque conducteur du journal télévisé par estafette au ministre de l'Information, à l'heure brusque où la jeunesse bouge, le jeune Drucker pétitionne et fait grève, sans hésiter, comme Zitrone, Darget, Desgroupes, ses maîtres. Il n'ira pas, dans le pilier nord de la Tour Eiffel, protégé par les forces de l'ordre, assurer une télévision à la botte. ORTF SS. D'un coup de plume rageur, le général licenciera toutes les vedettes de sa télévision. 6 mois plus tard, Michel Arnaud, de son gant de velours qu'elle a très long, plaidera pour le petit Drucker. Si on lui interdit l'information et la rédaction des sports, ne pourrait-il pas subsister dans la variété? Fini le journaliste, elle va en faire un grand animateur. Et si les vedettes habituelles de l'ORTF qui ont manifesté autour de la maison... Mai 68. Vous voyez dedans, là? Ça, c'est un document génial. Des principaux partisans lisses. Libérer l'ORTF, là, le général nous a vite libérés de nos obligations. Oh, bah alors là, mon père devient fou quand il voit ça. Dans Le Monde, la liste des virets, juste après. Mai 68, c'était un moment divin, à la fois stressant, angoissant, mais j'ai tout appris en mai 68. J'ai appris que c'est un faux vedettariat qui vous glisse entre les doigts. J'ai appris que la vedette, c'est la télévision. J'ai appris que l'actionnaire a toujours raison. C'était dans le public, mais je l'ai appris dans le privé après. J'ai appris surtout que tout ça, c'était de la foutaise, quoi. C'est-à-dire que hors du cercle magique, on n'existe pas, il faut le savoir. Comment. Et je l'ai vérifié très vite, d'ailleurs. Et tous ceux qui pensent, 40 ans après, qui sont des États dans l'État, je ne nommerai personne, et qui pensent qu'ils sont irremplaçables, se trompent. Les cimetières de l'audiovisuel sont remplis de gens qui se pensaient irremplaçables. Bonsoir, je m'appelle Claude François. Bonsoir, je m'appelle Michel Drucker. Nous avons un souhait commun, Michel et moi, ce soir. C'est de vous faire passer une heure agréable, détendue, souriante, avec de jolies filles. Avec beaucoup de choses, des chansons, du rire. En tout cas, tout ce que vous pourrez voir ce soir, nous vous le garantissons, sera fait avec le cœur. Oh, est-ce que je suis contente d'être ici. Bah oui. Bonsoir, monsieur le président de la République. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zitrone. Gentil. Oh, c'est chouette, une émission comme ça. Est-ce que je suis contente? Je vivais aux États-Unis à cette époque. Je venais de temps en temps en France. Et Michel, lui, était reporter sportif. Et je ne me suis jamais de ma vie intéressée au sport. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui à cause de lui. Mais à l'époque, je ne regardais pas la télévision et surtout les émissions sportives. Donc je ne connaissais pas Michel Drucker. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu, pour la première fois, lui parler lors de cette émission. C'est formidable d'être beau. Ah oui. C'est formidable d'être riche aussi. Oui, oui. C'est formidable d'avoir du talent, ça, alors. Ça, oui, c'est du chaud. Oh, et d'avoir du goût aussi, tu parles. Oh, bah pourquoi vous n'essayez pas? Derrière le décor, il me dit « J'ai encore quelque chose à vous dire de très important. » Ah bon? Et me dit « Voilà, depuis hier, j'y pense. Vous êtes la femme de ma vie. » Je dis « Mais Michel, on se connaît pas. On se connaît depuis hier. Et comment pouvez-vous dire une chose pareille? » Il me dit « Quand je sens les choses aussi fortement, je ne me trompe jamais. » Derrière ce côté, la petite parisienne charmante, qui avait des rôles un peu comme ça, allégés, bulle de champagne, c'est quelqu'un d'extrêmement profond, extrêmement intelligent, très brillante, beaucoup plus brillante que moi dans certains domaines. Et je savais que ce serait elle. Voilà, je savais que ce serait très compliqué dans ce métier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi leur couple dans la durée. On a pris l'avion le matin pour Las Vegas, un petit avion qui fait Los Angeles-Las Vegas. Arrivé à l'hôtel que nous avions réservé une chambre, à l'hôtel, la chambre n'était pas prête. Et on nous dit, revenez dans 1 heure. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant 1 heure? Il me dit, et si on allait se marier? Voilà.
Voilà comment il m'a demandé en mariage. Moi, j'aurais été seul, j'aurais pas rencontré Dali, jamais j'aurais fait cette carrière. Moi, je dois à mon épouse 50% minimum de ma réussite. Elle a débuté très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Elle a débuté, je crois, elle avait 10 ans, même pas. Elle tournait dans Les Tricheurs, elle en avait 15. Elle est allée aux États-Unis faire des films. Elle a tourné une trentaine de films. Elle a arrêté sa carrière très tôt. Et surtout, elle a compris très très vite que la célébrité était quelque chose de très dangereux. Et que c'était quand même quelque chose de très fragile, du sable qui vous glisse entre les doigts. Et elle a compris les dangers. Il est évident que je l'ai rencontrée à un moment donné où c'était très important, parce que j'aurais peut-être pu, moi aussi, comme beaucoup de gens de ce métier, et ça arrive, perdre les boulons, si j'ose dire, avoir la grosse tête, penser que c'est arrivé, moins travailler que je l'avais fait. Et elle a été très précieuse. Et je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier à ce niveau tout seul. C'est trop dur. Mais c'est une sainte. C'est votre garde-fou. Non, mais c'est une sainte parce que, bon, moi je la vois la nuit. Hier, pour la première fois, on s'est vu l'après-midi. Elle m'a dit une chose extraordinaire. Elle m'a dit, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu le jour. Et j'ai réfléchi, c'est vrai. C'est-à-dire, je pars, il est 6 h du matin. Donc, Paris dort encore. Et quand j'arrive le soir, tard, il fait nuit. Donc, on se voit pratiquement jamais. Mais je sais qu'elle est surtout impitoyable. C'est important d'avoir à ses côtés quelqu'un qui ne vous fait pas de cadeaux. Ça, c'est le bureau où travaille la société Dirk Sanders et Françoise Coquet que voici. J'ai de la chance d'être entouré par de jolies femmes, vous l'avez remarqué. Tu aimes les sports, c'est très bien, mais j'aimerais un jour que toi, tu aies comme ça une émission, ce qu'on appelle un talk show, où tu pourrais interviewer des gens, où tu pourrais passer soit aux émissions de variété, soit aux émissions de talk show. Il n'y en avait pas beaucoup en France à l'époque. Et je lui dis, je suis sûre que tu serais formidable pour faire ça. Il n'était pas tout à fait convaincu au début, et puis j'ai réussi à lui faire, c'est vrai, à lui donner confiance en lui pour qu'il puisse commencer. Et c'est comme ça qu'il a commencé ses émissions le dimanche. C'était au départ les rendez-vous du dimanche. Cet après-midi, parmi nos invités, Maître Salvador Dali. Maître Salvador Dali se montre rarement à la télévision. Je suis très sensible que vous ayez choisi notre émission. Ah, je crois que ça, vous vous trompez, c'est plutôt vous que vous m'avez choisi. Oui. Dimanche prochain, nous accueillerons une autre Canadienne célèbre, Diane Dufresne, et puis bientôt Robert Charlebois. D'abord Louise Forestier. Oui. Ah bon. Louise Forestier, qui va chanter Aime mon cœur. Je ne sais plus où j'en suis avec les Monty Python. Je voudrais demander aux Monty Python, rien, parce que je n'ai pas le temps de leur demander, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Louise Forestier. Je t'attends depuis la nuit des temps, je savais que tu viendrais. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, je savais que je t'aimerais. Dans mes rêves d'innocence, tu venais pour m'emporter. Nous marchions sur des plages immenses, c'était toujours... J'avais pas tellement envie d'avoir un deuxième enfant parce que ma première fille est née à 5 mois et demi. Elle pesait 950 grammes. Les enfants à cette époque-là rarement survivaient à une naissance aussi précoce. J'avais tellement peur de faire un deuxième enfant que lorsque j'ai connu Michel, je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit, tu sais, j'ai pas envie d'avoir un autre enfant, j'ai trop peur parce que j'ai très mal vécu tout ça. Et Michel m'a dit, écoute, j'ai pas non plus moi envie d'avoir un enfant parce que je suis tellement occupée que j'aurais pas le temps de l'élever et d'être auprès de lui. Quand on a un enfant, c'est ce que moi j'avais choisi de faire. Quand on a un enfant, il faut s'en occuper. Et il me dit, j'aurai pas vraiment beaucoup de temps et ça ne me dérange pas. Si tu veux pas d'enfant, on n'aura pas d'enfant. Michel n'a pas été un père comme on peut l'imaginer, allant aux réunions de parents d'élèves, s'inquiétant d'une note en mathématiques. Non, ça, alors là, franchement, il a été absent, mais complètement, ça correspond exactement au personnage. Michel était le tourbillon qui arrivait à la maison, qui ne parlait que de son métier, qui ne pensait qu'à ça. On se dit, finalement, voilà, le monde tourne autour de lui et les gens sur les côtés n'existent pas.
ou vivent à côté de lui, mais il n'y a pas cette attention. En réalité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que Michel est vraiment quelqu'un qui est extrêmement pudique et qui va finalement, d'une certaine façon, faire croire qu'il ne s'intéresse pas alors qu'il est au courant de tout. Il gère complètement la situation, il connaît tous les dossiers de tout le monde par cœur, mais il ne le montre pas. Je quittais le Cambodge en 1975 à cause de Khmer Rouge. J'ai resté à la DAS pendant 1 an. Et après, on m'avait dit un jour qu'il y a un couple de familles françaises qui voulaient m'accueillir. Et c'est les gens du show business qu'on m'avait dit ça, le présentateur de la télévision, Michel Drucker. Et moi, à cette époque-là, j'ai pas beaucoup de temps de regarder la télé. Alors, je ne sais pas qui, Michel Drucker. Du coup, j'ai regardé la télé et je le trouvais jeune, vraiment jeune. Elle était extrêmement timide, elle parlait pas bien le français, bien évidemment. Et donc voilà, on l'a entourée de beaucoup de tendresse. Moi, d'un seul coup, étant fille unique, je me retrouvais avec quelque part une petite sœur qui arrivait à la maison. Je vois et je sens que c'est une famille. Voilà. Michel, je vois pas beaucoup. Mimi, il est tout le temps au travail. Mimi, quand il rentre, c'est un autre homme pour nous. Il rentre, il essaye de nous faire rire, il y a des mots qui nous taquinent, des gestes qui nous taquinent. Et c'est, si vous voulez, le soir, c'est lui qui met ambiance. La première fois où j'ai rencontré mon père, j'avais 17 ans. Maurice Jarre donc, venait des États-Unis pour travailler en France. J'avais un rendez-vous avec cet homme pour la première fois. J'étais terrorisée parce que voilà, c'était la première fois que je me retrouvais face à mon père. Et Michel me disait « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu verras, c'est quelqu'un de très gentil, etc. » Enfin, il a vraiment été extrêmement attentif. Et quand la porte s'est fermée, et ça je l'ai su bien après, en réalité, Michel s'est effondré en larmes dans les bras de maman parce que d'un seul coup, quelqu'un allait capter peut-être un petit peu de l'affection, lui voler un petit peu l'affection que je portais à Michel. Et donc voilà, et ça je l'ai su bien après. Mais vis-à-vis de moi, il ne m'a jamais rien montré. Mimi, à la télévision, pour moi, c'est un autre monsieur. Je l'admire, je suis fan de lui. Et quand je vois quelque part, je le regarde. C'est pas le même que Mimi à la maison. En public, c'est Michel Drucker, mais à la maison, c'est notre Mimi à nous. Qu'est-ce qu'il fait courir depuis 40 ans? Quelle grimace cache son sourire? Quelle faille traverse ce monument de carrière? Drucker, animateur inoxydable, homme de bien, dans l'affection générale, pourrait-il être un requin? Un faux modeste, incomplaisant? Ainsi certains journalistes, collègues, observateurs, cherchent-ils depuis 20 ans l'argument qui dynamiterait la maison Drucker. Lui, insubmersible, garde le cap, en racontant toujours la même chose. 6 place de la Gare. La première maison. 47, 48. Les 15 premières années de ma vie. Il y a encore l'endroit de la plaque du docteur Drucker. Voilà. Qui va aller plus tard dans la grande maison qui était la maison de la réussite. Voilà. 6 place de la Gare. Là, il y a encore la plaque du docteur Drucker, médecin généraliste. Elle a été posée en 1948 jusqu'en 1953. Ensuite, j'habitais à côté. Voilà, les premières années. Il y a 3 générations de journalistes qui sont passées et la 3e génération m'a posé la question que la 2e avait déjà posée. Je vais finir par croire qu'il y a une génération qui ne travaille que sur les archives. Il a fallu que apparaissent mes origines, une espèce de français de sang mêlé, comme dirait Sarko, que je dise que mon père lisait Le Monde, que mes parents étaient plutôt des gens de gauche, que ma mère ne lisait que Télérama et son idole, c'était Jean Daniel. Hein, c'est très ciblé comme idole. Hein. Ma mère, son idole, c'est Jean Daniel, patron de l'Observateur. Elle collectionnait, je l'ai déjà dit, tous ses éditos. Et subitement, on s'est dit, mais ce gars qui interroge Claude François et Johnny Hallyday depuis 30 ans, finalement, c'est peut-être pas totalement un inculte, un mec totalement stupide.
première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissante après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. Et je voudrais bien sûr remercier et accueillir dans cette salle nos patrons. Notre président directeur général Pierre Desgroupes est représenté par Joseph Pasteur, est également présent M. Jacques Nakache. Il faut toujours applaudir les patrons au début d'une émission. On m'a très vite caricaturé en disant, quand je remerciais tout le monde, je remerciais les techniciens, toute cette propension à dire merci, toute cette propension à être toujours trop gentil, voire complaisant avec les autres. Mais ça vient de l'enfance. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on dit merci. Et ça, c'est totalement... on retrouve ça totalement dans ceux qui viennent de loin, qui veulent remercier la France de les avoir accueillis. C'est peut-être ça aussi. Mon père dit toujours attention, merci, pas de vagues, on rase des murs. On est premier de la classe, mais discrètement, et si on est maillot jaune, on la ramène pas. Bonjour, c'est incontestable, il est l'homme du jour. Placardé sur les murs de nos villes, encensé par les journaux, admiré par tous, il est super beau, super gentil. C'est une bête de travail, un grand professionnel, c'est le gendre de toutes les belles-mères. Depuis une quinzaine d'années, on le dépeint comme un jeune homme lisse, charmant, charmeur, chaleureux. Il ne dément pas, même s'il ajoute « Je suis un type hyper anxieux, pas sûr de moi, qui a besoin en permanence d'être rassuré ». Écoutez, je suis à la fois d'accord et un peu agacé par cette image, parce que ça donne de lui une image un peu... Là, il parle comme un énarque. Qui est très loin, de la réalité profonde de l'homme et du personnage. Parce que Michel, c'est quelqu'un de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe que ça. Je ne crois pas qu'on devient une vedette des médias de cette envergure en étant simplement un bon jeune homme, bien gentil, bien poli et bien courtois, ce qu'encore une fois il est par ailleurs. J'entends partout le gentil Michel Drucker, moi ça ne me gêne pas du tout. Hein. Moi je prends ça ni pour un compliment, ni pour une agression, c'est comme ça. On se refait pas. On ne fait pas une carrière sur la gentillesse. On est naturel ou on n'est pas naturel. Moi, j'ai tendance à être sans doute trop gentil aux yeux de certaines personnes, mais on ne se refait pas. Drucker, où il est? Il n'est pas là, Drucker? Hein? Là? Drucker est pas là? Alors c'est pas moi. Il est resté bloqué sur la Tour Eiffel depuis la semaine dernière alors. Le coup de peau, c'est que je laisse ses fiches, je sais même pas qui arrive. Ça c'est Sheila qui arrive avec son nouveau look, je crois. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans nos livres en latin. Gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino, tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Arranger sa mégalo et se soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su, m'a plu. Toute la chanson a débuté chez lui. Un jour, il y a 40 ans, il y a 30 ans, hier encore. Avec 3 générations d'artistes, Michel Drucker restera indéfectiblement gentil, parce qu'il sait le trac, les dérives, les débâcles parfois, dans lesquels il les voit grandir.
Aujourd'hui, sa tendresse va d'abord aux disparus, à tous les tombés du train. Et si sous les paillettes, évidemment qu'on s'aime, l'animateur préfère encore ceux qui osent ce que lui n'oserait jamais. Chez Drucker, on peut voir aussi le contraire de Drucker. L'ironie pour doper la variété. Champions et vétérans vont y croiser tous les provocateurs. Guy, au gymnase, le 12 janvier, c'est l'événement de ce début d'année. Nous allons écouter 2 sketchs en exclusivité, d'une primeur, comme l'on dit. Oui, merci. c'est normal. Oui, mais Guy, un jeune. Oui, je voudrais qu'on commence depuis longtemps. Oui, je voudrais qu'on commence peut-être par un sketch. C'est quoi ça? Ben, je sais pas, c'est une matière assez sympathique. C'est mieux comme Et tu sais, il est tout neuf, c'est la première émission, alors... Non, mais... Ça va bien, hein? Je lui ai dit, je vais m'habiller comme Drucker, mais là, tu m'as encore baisé, hein? Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Henri vous demande comment allez-vous? Ben, il va bien. Yeah, superbe. Thank you. Si ça marche, ça doit marcher une bite. Doesn't work. My mic doesn't work. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, No, I said she's a genius. Voilà, he says you are genius. Oh, thank you. Vous êtes génial. Thank you very much. Oh, a friend of mine. Say it. Voilà, he says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Nah, Oui. you are not Reagan. I'm not Gorbachev. So don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Quand t'as failli virer Gainsbourg, c'est assez beau ça, parce que tu dis j'aurais pu lui mettre mon poing dans la gueule, ça aurait fait plaisir à la France profonde, mais je l'ai pas fait. Ah là, il y a eu effectivement dans cette émission, quand il a dit à Whitney Houston, I would like to fuck you. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ce qui veut dire... Parce que dans ton livre, tu traduis pas vraiment. Ben, à l'antenne, j'ai dit, je vais vous traduire ce que dit Gainsbourg. Il vient de lui dire, j'aimerais bien faire un petit tour avec vous. Ouais. Et Gainsbourg m'a dit... Attends, et Gainsbourg a dit, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que je voulais la baiser. Ouais. Alors je dis, nous étions à une heure de grande écoute quand même. J'ai dit, oui, il vient de lui dire qu'il aimerait lui compter fleurette. Il dit, mais il le fera après. Il me dit non, j'ai dit que je voudrais la baiser pas après, mais tout de suite. Ouais. C'était une horreur. Ouais. Et là, en 30 secondes, quand j'ai vu le regard de Whitney Houston, je me suis dit, tu le sors en disant maintenant ça suffit et tu fais un tabac, mais l'émission s'arrête alors qu'il y avait encore une chanson avec Eddie Mitchell. T'as trouvé ça des magots de le sortir? C'est pas mal, je trouve. Non, mais j'ai pas fait. Mais j'étais tenté. Il a fallu des années pour que les gens découvrent que Champs-Élysées est une émission culturelle. On a reçu tout le monde dans Champs-Élysées. Et Polanski, et des gens très différents, et le mime Marceau, et Barbara Streisand. Bon. Donc, mais il n'y a rien à faire. Je pense que c'était le côté lisse, sans doute, que je dégageais, le côté maître de cérémonie, le côté maître d'hôtel, sans doute, hein, le côté un peu steward, quoi. Vos livres sont très impressionnants. Voilà, elle va poursuivre la lecture de vos œuvres. C'est vrai? Oui. Et voyez, pour nous faire plaisir, elle a même des boucles d'oreilles qui sont des petites tours Eiffel. Regardez, faites un petit gros plan, Françoise, regardez. Regardez, ce sont des tours Eiffel qu'elle a. Voilà, c'est charmant, il y en a qui ont des anneaux dans les oreilles, elle, c'est carrément des tours Eiffel aux oreilles. Thank you. Voilà, oui, c'est très français. Oui, la tour Eiffel est très française. Elle a ses chaussures à la main, elle peut les remettre maintenant. Elle a un accoutrement qui est difficile à décrire, il faudrait 1 heure. C'était Cindy Lauper, voilà. Ça c'est du nouveau, je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête, New York, New York. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards, Scarby Tyson, Lennon, Scott Hamilton, Duke Ellington. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. La chaleur dans le mouvement du cou, à plat comme
formule de mes émissions, elle est très simple. C'est il y a 50 à 55%, 60% de locomotives pour 40% de gens qui ne le sont pas encore. Et moi, si j'étais un inconnu, mon rêve, ce serait de passer entre Sheila et Claude François pour me faire connaître et de ne surtout pas passer dans un ghetto à 10h du soir. Je ne vais pas vous donner son âge, je vous le dirai après. Je voudrais simplement vous dire qu'elle ira très loin. D'amour et d'amitié, c'est le titre de sa chanson, signée par des auteurs-compositeurs français qui ont beaucoup de talent. Eddie Marnet, qui est dans la salle d'ailleurs, Roland Vincent, qui vit aux États-Unis, et Jean-Pierre Lang. D'amour et d'amitié, retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Qu'est-ce que je peux t'offrir dans ma garde-robe, dans mon dressing? Je crois que si on est un jour une étincelle, on est immortel et éternel. Alors je pense que Michel nous a émerveillés à travers le temps et il ne peut pas contrôler, il sera immortel, il est toujours là. Il fait partie de nos vies, les gens l'aiment, l'ont aimé et il nous impressionne encore. Il a mis la barre très haute. Et on ne compare pas quelqu'un avec un autre. Jamais. Jamais. Une chanteuse avec une autre, un animateur avec un autre. Michel Drucker, c'est Michel Drucker. Il n'y en aura pas un autre. Elle n'a pas encore 15 ans, elle a 14 ans et 8 mois. Elle aura 15 ans au mois de mars, il faut l'applaudir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une longue carrière. Avant de travailler avec Michel Drucker, je le connaissais par poste interposé, c'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert quelqu'un d'assez étonnant, qui a une vertu que j'ai inventée pour l'occasion, que j'ai appelée la philanthropie narcissique. Plus Drucker fait aimer les autres et les aime sincèrement, plus il s'aime lui-même et reçoit en retour l'amour de tous. Bonsoir. Eh oui, et vous voulez venir. Il n'y a pas que les artistes qui sont cabotins, les chiens aussi, vous savez. C'est tout le contraire d'un passeur de plats. Il passe les plats qu'il ne mange pas lui-même, et au final de tous ses interviews, de toutes ses interventions, c'est lui le plus repu. Parmi les avantages, car il y en a, du métier de présentateur, il y a la possibilité d'occasionner des rencontres, si j'ose dire. Et Coluche souhaitait rencontrer Léo Ferré. Ben oui, il y a un petit moment déjà. Et je m'aperçois que vous êtes intimidé. Ah oui, ah oui. Ah oui, moi je ne crois pas qu'il y ait une autre situation qui pourrait m'embarrasser plus. Bon, alors quand vous faisiez la Manche, vous m'avez rappelé ça tout à l'heure, il y a déjà 10-12 ans, vous chantiez une partie du répertoire de Léo. Oui. Enfin j'essayais tout ce qui était à peu près abordable, quoi, parce que quand même une tessiture intéressante. Mais tout ce qui était abordable, on faisait ça, quoi. Puis les gens mangeaient, de toute façon c'était pas très grave. Mais c'est vrai que ces chansons-là qu'on tapait, c'était plus forte, c'était celle... Pour les restos, il y a besoin de chansons où les gens ont accroché, quoi. Sans ça, ils bouffent et puis les bruits d'assiette, fini. Quand vous étiez plus jeune dans ce métier, débutant, vous vouliez rencontrer des gens également que vous avez rencontrés plus tard? Non. Non. Non, parce que je suis timide. J'ai pas l'air parce que j'ai un métier où il faut pas être timide. Alors on joue un peu, quoi. Non, lui, il est peut-être timide, lui. Mais je suis sûr, bien sûr qu'il est timide que lui. Mais écoutez, vous avez rencontré Léo. Vous m'avez dit, de toute façon, dans ce métier, on rencontre des gens qu'on souhaitait rencontrer. Quand on les aime, c'est bien. Quand on les aime pas, tant pis. Là, c'est bien tombé aujourd'hui. Ah oui, formidable. Bon. Moi, je suis ravi. Il aime les rencontres, je crois. On fait pas ce métier si on n'aime pas les rencontres. Il s'intéresse à la vie des gens qu'il invite. Parce que c'est une vraie encyclopédie. Il est incollable sur tout ce qui s'est passé, sur la vie d'un tel ou d'un tel. Et ça, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de cet instrument magique qu'est la télévision? Je pense C'est fascinant et dangereux pour vous. Qu'on pourrait en faire un usage merveilleux, mais que ce n'est pas toujours ce qu'on en fait. Vous la regardez, la télévision? En général, je regarde surtout les films, les vieux films. Oui. Parce que pour le reste... Vous m'avez dit, quand je vous ai vu la dernière fois, vous m'avez dit, je suis pas sûr que pour les enfants, c'est une bonne chose. Ça, je ne sais pas très bien. Je pense que ça peut leur apporter des choses, mais également, ça les pousse à la passivité.
lire est quand même quelque chose d'un peu plus difficile. Et les enfants de mon époque lisaient maintenant, et ils lisent évidemment beaucoup moins, parce qu'ils regardent la télévision. Ça encourage à une certaine passivité. Mais ça peut aussi apporter des richesses, ça, il n'y a pas de doute. Quand j'ai fait cette émission, je lui ai dit, tu sais, Simone de Beauvoir, elle est très antipathique, maman. J'ai jamais vu de quelqu'un d'aussi sectaire. Et c'est quelqu'un qui manque totalement de générosité. On s'est fâché pendant 6 mois à cause de Simone de Beauvoir. Bon, après, il y a Fugain. Putain, je supporte pas Fugain. Je supporte pas. Si, c'est lui. Oh. Ouais, les nanas sont bien, mais le mec est vraiment... Oh, Michel. Salut. Bonsoir Pierre, ça va? Bah ça va, oui c'est bien des groupes. Ça va qu'à moitié parce que normalement c'est Drucker qui devait présenter le truc et il est pas là. Elle a beaucoup insisté pour que je me fasse percer l'oreille pour qu'elle puisse m'offrir un diams. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poupée. Pour les vacances elle veut qu'on aille à Saint-Trope. J'ai des amis qui paraît-il sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câlinée par maman tout le temps. Tout le temps. Il y a de matin plus mélancolique. T'en fais pas trop pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. Pour vous, le succès rime avec talent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du succès, forcément, vous le faites passer dans vos émissions et c'est pas pour ça qu'il a du succès. Ah non, archi faux. Bon. Ah non. Alors, archi faux. Alors là, écoutez. Écoutez, Véronique et Davina, que vous avez passé dans Champs-Élysées, là, oui, quoi. Première fois. Bon, d'abord qu'ils font... Oui, ça. C'est jamais passé chez moi. Mais je trouve qu'elles ont assez de publicité ailleurs. Et en plus, c'est une gymnastique pour riches. Avouez que c'est une gymnastique pour riches. Hein. Ça, je me suis pas posé cette question. Oui, mais c'est important. Moi, je trouve que dans une émission comme Champs-Élysées, il faut des visuels, il faut des chorégraphies, il faut des choses de détente, et c'est tout à fait Parce que là, vous avez fait la promotion de l'émission télé, l'émission de leur disque et de... Oui, et qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça? Quand vous regardez Apostrophe, ça vous gêne pas qu'on fasse la pub de Grasset de Flammarion? Elle a tort dans la mesure où je montre déjà, j'ouvre la porte déjà à des choses qui ne sont pas forcément grand public, et j'essaie de me servir des gens célèbres pour faire connaître des gens moins célèbres, montrer aux gens ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. En fait, c'est ça le vrai mélange des genres. Moi, la seule chose qui peut me mettre de mauvaise humeur dans la vie, c'est la mauvaise foi. Alors, puisque vous êtes de mauvaise foi, je vais vous faire une liste de gens et je vais vous dire, je m'attendais tellement à ce qu'on me pose cette question, hein, je suis pas un amateur quand même, je vais vous dire, qui sont les gens qui sont passés dans les rendez-vous les dimanches, dans Sport en Fête et dans Champs-Élysées depuis que je fais ce métier. Et vous allez voir, parce que les téléspectateurs ont souvent la mémoire courte, qui a découvert Souchon? L'équipe de Sport en Fête. Qui a fait débuter Goldman? Il y a 12 ans, il chantait dans un groupe qui s'appelait Taifong, l'équipe de Champs-Élysées. Qui a fait débuter Bachoum, qui chantait un duo avec Valérie Lagrange? L'équipe de Champs-Élysées. Qui a fait un spécial avec Traîné? L'équipe de Champs-Élysées. Qui a fait un spécial avec Ferrat? Vous voyez que c'est autre chose que Véronique et Davida, effectivement. L'équipe de Champs-Élysées. Qui a fait venir Nicole Courcelles pour parler d'Aragon? L'équipe de Champs-Élysées. C'est pour ça, vous savez, j'ai une mémoire d'éléphant. Michel. J'ai une mémoire d'éléphant là-dessus. Oui, mais ça m'intéresse pas. Mais si, parce que vous avez dit, vos émissions sont pas culturelles. Tous ces gens-là, certains sont même pas passés dans les émissions du Grand Échiquier. Pas en même temps. Point. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Alors là t'es seul. Ça pique dans ton œil. T'as envie de parler, de faire guili-guili. Le bonheur, c'est simple comme un coup de pied. Michel m'a demandé de rester parce qu'il m'a dit c'est quand même très difficile de passer de la dernière pub au malade imaginaire. Mais je crois que je crois que Michel c'est un peu fourvoyé. Je crois que en fait la vérité c'est que le bonheur c'est simple comme un coup de pline.
De Pline. Comme un coup de Pline. Pline étant un auteur essentiellement classique. Alors, la transition se fait automatiquement puisque nous allons parler de Molière. Effectivement, Pline, et ben le bonheur c'est simple comme un coup de Molière. Alors voilà, ma petite bébiche. Vous me donnerez des sous pour vous assister comme ça. Oui, parce que là, je savais pas quoi dire, là, ouais. Ben oui. Mais d'aventure en aventure, le train entrera de port en port. Jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Alors une chanson. T'as l'air gêné, là. Non, pas du tout. On a fait pire sur l'antenne d'RTL. Bon, oui. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léger. Toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé, Roulion. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Ce qui me dérange finalement en vous, c'est votre attitude d'un homme qui a envie de plaire à tout prix. Ça, c'est ce que je ressens profondément. Vous n'avez pas envie d'être aimé, vous? Attendez, laissez parler Madame Boeuf, Michel. Non, mais c'est pas à tout prix, hein. Si, mais pas à tout prix. D'abord, si c'était à tout prix, je serais pas ici. Donc. Bon, vous êtes toujours bien habillé, bien coiffé, bien poli, toujours souriant, gentil, toujours enthousiaste, bien convenable. Et vous aimeriez que ce soit différent de temps en Vous temps. manquez un peu de fantaisie, oui, C'est pour vrai, moi. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai, mais on se refait pas. Vous savez, l'éducation. Je sais pas comment vous avez été élevé, mais apparemment bien, parce que vous faites très bon chic, bon genre aussi. Pas du tout. Si, ben vous faites très bon chic, bon genre. Regardez. Aujourd'hui, peut-être. Oui. Attendez, laissez-le parler maintenant. On se refait pas. C'est-à-dire que comment peut-on reprocher à quelqu'un d'être poli, d'être bien habillé, d'être toujours souriant, d'être accueillant, alors que c'est notre métier? Ça me laisse complètement songeur. Je vais vous répondre. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, ma mère regarde cette émission-là. La mienne aussi. Non, mais je veux dire par là que j'ai été élevé comme ça, et puis ça me plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est monsieur Drucker, ça. Comment? Vous êtes monsieur Drucker? Vous êtes la troisième personne qui me dit ça ce matin. Non. Ah bon? Non. Disons que c'est tout à votre honneur, parce que j'aime bien, je l'aime bien physiquement et pour ses émissions également. C'est bien. Je le connais pas. Vous ne le connaissez pas? C'est dommage. Vous êtes pourtant bien ici. Il est jamais venu. C'est vrai? Ça, c'est les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Oui, il faut bien mettre les prix dedans. Merci. C'est là-bas. Vous voulez... Alors, c'est vrai qu'il a une générosité et une bonté tout à fait naturelle, mais c'est vrai aussi qu'il a besoin d'être aimé. Tout ça, c'est un ensemble. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame? Quand Michel vous aime, vous trouvez ça si naturel que vous vous demandez comment vous ne l'avez pas su plus tôt. Et même lorsque vous le rencontrez en privé, Michel Drucker, où il parle beaucoup de lui, il a une façon de réclamer votre attention qui fait que vous ne seriez pas plus heureux s'il parlait de vous alors que c'est de lui qu'il parle. Dis Michel, pourquoi tu parles tout le temps? Parce que je peux pas faire autrement. Faut oublier nos petites misères. Écoute bien ce qu'il faut faire. Oh, pour la vie. Oh, pour la vie. Oh, mais quelle nuit. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Je l'admire parce qu'il est le contraire des autres dans son métier. Parce qu'il a toujours gardé une certaine manière d'être, qu'il a toujours été bien élevé, poli, aimable, aidant les autres au maximum. Il prend soin des autres, il téléphone aux autres quand ils sont pas bien. Et quand on se fâche avec Michel, ça doit être vraiment pour une raison importante, que lui juge bien sûr, mais on ne peut même pas se fâcher avec lui. Quand on dit que c'est le gendre idéal, non, c'est aussi l'ami idéal. C'est celui qu'on aimerait avoir comme frère. Mesdames, messieurs, avec toute votre indulgence. Non, Je compte sur le public. pas de truc au départ, hein.
Pas question. Pas d'indulgence. Il va chanter, j'ai déjà entendu chanter, vous aussi d'ailleurs. On y va. Dans le petit bois de trousse-chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de trousse-chemise, on fait des bêtises, souviens-toi nous deux. L'explication que je peux donner à cette boulimie de travail, c'est pas l'arrivisme, c'est pas le carriérisme, c'est pas l'appât du gain. C'est quoi? D'abord c'est l'inquiétude, mon carburant à moi c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse, la nervosité, la peur de l'échec, parce que j'ai trop connu l'échec scolaire. On s'était baigné à trousse-chemise. Je l'appelle le furet. Je l'appelle le furet, il est passé par ici, il repassera par là, parce qu'il ne tient pas en place, parce qu'il fait tout en même temps, parce qu'il est perfectionniste, parce qu'il est impatient. Donc, il lui faut un équilibre. Et je pense que cet équilibre, je le lui ai apporté. Et j'ai eu raison de ne pas continuer, moi, à être comédienne. Parce que si j'avais été comédienne, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans les 8 premières années de notre vie pour lui. Et puis, j'aurais été souvent absente. Or, lui, il a besoin d'une base solide. J'ai eu beaucoup de chance de réunir dans un rayon d'1 km² ma vie professionnelle et ma vie personnelle. On va passer devant la clinique de... Voilà, où j'ai de grandes facilités, jour et nuit, dès que j'ai une tension qui monte un peu. Là où je fais mes check-up, où je fais mes bilans sanguins. Je rentre à la clinique comme dans un bar. Et on me demande, qu'est-ce qu'on vous fait, Michel? Je dis, écoutez, faites-moi le cholestérol, et puis je repasse cet après-midi pour avoir le résultat. Très bien. Je pense que dès que j'ai le dos tourné, les infirmières se disent, décidément, ils ne s'arrangent pas. Et je suis content parce qu'à chaque étage, il y a une spécialisation. Voilà, il m'est arrivé déjà, ma femme pourrait vous le confirmer, en pleine nuit, d'avoir une espèce d'angoisse, une espèce d'extrasystole, comme l'on dit. Le cœur qui s'accélère parce qu'une angoisse passée. Mais alors là, pratiquement en pyjama, je peux traverser. Vous imaginez pour un inquiet, pour quelqu'un qui a peur de la maladie, habiter devant une clinique et une caserne de pompiers. Tout ça groupé. C'est un rêve, quoi. Je lui dis, il est drogué. Je lui dis, tu es drogue addict à la télévision et même au sport. Il est drogué, le sport aussi. Ça, il ne pourrait pas s'en passer. Mais la télévision, son monde à lui professionnel, c'est toute sa vie. Berlusconi débarque à Paris, les millions plein les poches. La 5 ratisse large et gros. À Michel, Silvio propose le Vison pour Dany, la Ferrari rouge et le pactole. Mais Madame Drucker déteste la fourrure et Michel Drucker, sidéré, rigole. La 5 et la vulgarité se feront sans lui. Ce n'est qu'en 90, has-been viré du service public, qu'il négociera avec Patrick Lelay son échappée dans le privé sur TF1. En souvenir d'un quai de gare, à Rennes, en 1942, il fallait bien que le fils de Lola Drucker et celui de Jean Lelay fassent un bout de chemin ensemble. Moi, il y a quelqu'un, c'est vrai, qui a dit un jour à un de nos PDG qui n'était pas là, il faut virer Drucker, il faut le relooker, l'avenir de la télé passera plus par lui, parce que c'est has-been. Bon, comme j'avais 45 ans à l'époque, j'ai trouvé ça extrêmement brutal. Marqué. Très violent. Mais ça m'a marqué, parce que j'ai trouvé ça extrêmement violent, et surtout qu'on ne me l'a pas dit, on me l'a fait dire par le PDG de l'époque, et ça m'avait beaucoup déstabilisé, parce que, comme je suis un inquiet, je me suis dit, pendant au moins 2-3 jours, et si c'était vrai? Et si j'avais raté le carrefour, et si j'avais disputé le combat de trop, et si j'étais pris en flagrant délit de manque de lucidité. Je me dis, elle a peut-être raison. Coluche, sur la scène du gymnase, va faire ses adieux. C'est sérieux, cette histoire? Ah oui, oui. Vous faites vos adieux au music hall? Bah oui. Déjà la retraite? Ah bah oui. Dès qu'on peut, c'est la retraite, en fait. Oui. Mais alors, quoi, 100 dernières représentations au gymnase? Oui, c'est ça, oui. Ça va être un déchirement pour vous, non? Non, ça va. Et pour certains publics, oui. Oh ben c'est énervant, il va y avoir des mecs qui vont venir. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Dites-moi.
sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Ah non, 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 non. C'est pas moi qui écris dans la presse. Moi, je convoque la presse, nuance. J'envoie les invites, je colle les timbres, tout ça. C'est moi qui ai lancé Casimir. Casimir de l'île aux enfants, c'est moi qui l'ai lancé. Et maintenant, je m'occupe du spectacle des Cacous. Eh ben alors. Alors bon, j'ai envoyé des invites à toute la presse, tout ça, toute la presse. Il n'y a que Maison et Jardin qui est venu. J'ai téléphoné à Drucker. C'était occupé. Occupé, occupé, occupé. Après, je suis allé manger un peu de saumon, après, je suis allé dormir. Mais reconnaître que l'on pourrait avoir tort, aussi admettre quelques désaccords et se remettre parfois en question. Que ce soit par action ou bien par omission, lorsque tu sauras tout ça, alors tu sauras qui tu es. Je voudrais remercier la direction de TF1, son président, Patrick Lelay, qui a mis 3 ans à me convaincre, et puis Moujotte, Étienne, Dominique Cancien, et vous dire ceci. TF1 a été assez absente ce soir, il faut quand même le rappeler, mais je voudrais vous dire que c'est une chaîne dirigée par des pros, c'est une chaîne efficace, cohérente, et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui la dirigent, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. J'ai pas fait une télé privée à TF1, j'ai fait une télévision de service public à TF1. Et c'est pour ça que j'ai remercié Lelay et Moujotte, j'aurais pu remercier Francis Bouygues, parce que quand je suis venu à TF1 après donc péripéties, j'y serais sans doute pas allé si un PDG m'avait dit, PDG de France 2, que j'étais un has-been. Et c'est que j'avais dit à Francis Bouygues, écoutez, ça fait 3 ou 4 ans qu'avec Patrick Lelay voulait que je vienne, à une seule condition. Laissez-moi faire ce que je sais faire. Il me dit, mais la seule contrainte que vous aurez, c'est que vous aurez un sponsor et de la pub. Bon. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Je l'adore. Attends, écoute la suite. Bonsoir, c'est joli. Attendez. Non mais la bouche, regarde. Je crois savoir que vous avez une nouvelle fiancée, Johnny. Oh, l'autre jour, je l'avais trouvée. Une nouvelle fiancée? C'est pas un peu ça? Oui. Oui, j'ai une nouvelle fiancée, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Johnny? En fait, vous savez, quand on rencontre une jeune femme de 13 ans et des poussières, on l'invite à manger un bu ou à boire un cul. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait finalement parce que j'ai eu le cul de foudre. Laurent Géray vous a donné des cours d'imitation. Oh, Non. Laurent, c'est autre chose, Laurent. Alors, par Laurent. exemple, Nicolas Sarkozy, comment ça J'aime va la politique. Hein. Il y a un début à tout, Madame Lombroso. Il y a un début à tout, Madame Lombroso. Et Jack Lang. Ce Michel Galabru, quel bel homme. Qu'est-ce qu'il m'a fait faire encore? Il m'a fait faire aussi... Pas mal, hein Vous n'auriez pas bonjour, aimé c'est Johnny. Puff. Je vous demande si... Il me piège souvent.
Je vous demande de vous arrêter. Oh, pas mal, baladure. Vous avez... Alors c'est vrai que moi, pour avoir travaillé avec lui, même si c'était quelqu'un de stressé, il nous a jamais, lui, angoissé. Il s'angoissait peut-être lui, puis il devait avoir la trouille des fois, parfois avec ce qu'on pouvait dire, mais jamais il nous a fait ressentir quelque pression que ce soit. Jamel. Moi, excusez-moi, je voulais juste demander un petit service, bougez pas. Oui, on a juste une petite minute. Là, je voulais juste me mettre à côté de vous. Faut demander à ce qu'il fasse un grand plan, c'est juste pour foutre les boules à mon copain Kader. Gros plan, gros plan. Bonne chance, Jamel. C'est la télé qui est la vedette, c'est pas le gars qui est devant. Moi, j'ai eu un chien qui était le chien le plus célèbre de France. La télévision, on l'écoute pas vraiment. C'est des images fugitives, etc. Personne ne peut vous faire un résumé du journal télévisé sur le générique. Parce qu'on a été mais tout le monde vous dira que, voilà, que Laurence Ferrari était bien jolie ce soir-là et que ma nièce était bien coiffée. Donc, même ma mère m'a appelé, alors, elle me dit, c'est ta cravate. Je dis, maman, le contenu. Non, c'est bien, mais ta cravate. Et mon père me disait toujours, je dis, alors, je l'appelais pour savoir ce qu'il pensait d'une émission un peu pointue, il me disait, il faut arrêter, mettre en prison ton coiffeur. Je dis, écoute, papa, je te demande pas de ça. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais l'émission. Mon émission, très bien, mais ta coiffure. Donc, c'est ça. La télé, c'est quand même de l'image. Il faut être en forme physique. Et le jour où moi, je ne pourrai plus me regarder à la télévision, j'espère que j'aurai cette lucidité et que les autres me diront, écoute, arrête maintenant, parce que ça commence à... Arrête. Vous aimez aimer quand même, hein? Oui. Ouais, beaucoup. Trop? Enfin, est-ce que vous avez un réservoir d'amour j'aime aimer comme mon père aimait ses malades. J'aime aimer, mais j'aime aussi qu'on m'aime. J'ai toujours peur pour reprendre un titre d'émission célèbre et qui est un bon titre, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai toujours eu envie de plaire à tout le monde. C'est mon problème. C'est un défaut? Oui, parce que, à la limite, déplaire, c'est pas mal. Bon, et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à toujours être blessé quand quelqu'un m'aime pas, alors que je pourrais dire, après tout, quelle importance. Quelle importance. Mais ça, c'est mon problème, je sais ça. Mon père était comme ça. Quel prénom? Yvette. On reconnaît, non? Moi, j'ai bien connu votre papa avec sa quatraine. La retraite, elle se passe où? Alors, qu'est-ce que t'es devenu? Je suis content de te voir, François. Tes enfants ont quel âge? Mes filles? Oui. 37 et 32. Et 33. Faut que j'aille à Honfleur. Tu as pris ta retraite quand? Oh, pas tout, un petit peu pour certaines activités, mais récemment. récemment. Pas? Non. Tu as quel âge maintenant? Je crois qu'on doit avoir un an de différence. Toi, t'es de 41. Peut-être t'es de l'année de mon frère Jean. Oui. Mais écoute, ça n'a pas été trop dur la retraite? C'est en cours, mais ça se passe bien. Je te remercie. Tu l'avais préparé? Un petit peu d'activité. Tu avais bien préparé? Tout va bien, merci. Bon. Moi, ça me fait peur. Et toi? Ça me fait peur la retraite. J'ai toujours les mêmes indignations et j'oublie pas que c'est pas parce que moi j'ai réussi dans un univers de paillettes un peu superficiel qu'il faut oublier ceux qui ont eu des réussites beaucoup plus fortes et qui vont laisser des traces. Il faut pas se tromper quand même. Qu'est-ce qu'on laisse, nous? Là aussi, je dis ça sans aucune démagogie, on laisse quoi? On laisse des archives qui sont recyclées par des jeunes producteurs sans scrupules qui font des fortunes sur les images des autres. Voilà, c'est tout ce qu'on laisse. On laisse des images, on laisse des sons, mais on laisse pas... Je suis beaucoup plus fier, objectivement. S'il y a une fierté que je peux avoir dans ma vie, c'est mon livre. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je crois que vous ne pouvez plus vous poser la question. Et je pense que votre père, en fait, il a toujours cru en vous. Et en fait, je crois que vous avez réussi votre vie. Et je crois qu'on peut vous appeler maintenant j'ai fait de mon mieux. Monsieur Drucker, je crois. Hein? Drucker est-il un homme vertueux? J'avoue que je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question de sa sincérité ou de sa duplicité. J'ai l'impression qu'à 17 ou 18 ans, au moment où sa famille le condamnait à être un raté, il a décidé d'épouser le personnage qu'il est aujourd'hui et que ça colle si bien à sa peau que c'est ça qu'est Michel Drucker. C'est à la fois un système et un homme qui colle à ce système.
C'est en rien un personnage machiavélique, c'est-à-dire qui rit dans l'ombre des mauvais tours ou des bons tours qu'il jouerait aux autres. Drucker s'identifie à Drucker. C'est peut-être une des définitions de la folie, mais en tout cas, ça tient le coup depuis 50 ans. C'est implacable, ça. Ça, c'est... Merci, Gérard, je passe te voir à ton cabinet. C'est le premier psy que je rencontre, finalement. J'ai jamais rencontré de psy. Mais il est venu sur mon divan à moi. Je suis pas venu sur le sien. Là, quelques secondes, surgit l'autre Drucker, le mot plus sec, l'œil soudain plus dur, avec dans le sourire le défi du combattant. Ce Drucker-là anticipe toutes les attaques, enrobant son adversaire. Cet homme qui ne sait pas dire non, jamais en colère, le petit chose, l'éternel débutant, trahit le dominant qu'il est devenu. À 30 ans, il en faisait 18. À 65, il en fait 50. Le temps, vieille affaire. Soins, sport, diététique, tonus, hypocondrie, anxiété. Derrière tous ces paravents, Michel Drucker cache sa joie. 65 ans pour s'atteindre, ça valait la peine. De Tilt jusqu'au Palais de la République. Polyvalence digne et populaire. Valeur intacte. Qui pourrait lui dire non? La plus grande émission de sa carrière, c'est toujours celle de la semaine prochaine. À l'antenne, le temps qui passe, enfin, ne passe plus. Mais chez les Drucker, le bonheur sale comme l'argent ne se dit pas. Et face à la vie, rester au sommet atténue les coups du sort. Vivement dimanche rejoint le grand échiquier d'antan. Sa mère n'en reviendrait pas. Le bonheur, c'est maintenant. Mais pour combien de temps? Alors le vélo, c'est comme la télé. C'est très technique. Il faut savoir s'abriter du vent. Il faut savoir rester dans le peloton. Il ne faut pas faire trop longtemps la course en tête. Voilà. Il faut rester dans les roues. Il faut être toujours là. Si j'ai été coureur cycliste, moi, c'est le maillot vert que je voudrais. Le maillot vert, c'est celui au classement par points qui a toujours été là. Donc moi, depuis 45 ans à la télé, j'essaie d'être là. La course en tête me fait peur. Donc moi, je suis un rouleur. Je suis un marathonien. On va arriver chez mon frère. J'ai perdu mon frère. Le week-end, je l'avais convaincu de quitter les conseils d'administration, de quitter les actionnaires, de quitter tout ce cirque dont il avait fait le tour, et qu'il aimait d'ailleurs, qu'il avait aimé beaucoup. Hein. Bon, il aimait moins. Le paysage audiovisuel était en train de devenir quelque chose qui n'était pas ce qu'il avait souhaité. Il en a eu des gamberges dans cette maison. C'était pas un Drucker pour rien non plus. Qu'est-ce qu'il a pu s'angoisser, s'inquiéter, se stresser pour la suite de sa carrière. Et il se disait, voilà, j'ai passé 60 ans, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Revenu de tout, un peu dégoûté de tout. Un peu désabusé. Il avait démasqué tout le monde, car au fil des années, dans nos métiers, comme dans les autres, on finit par démasquer tout le monde. Les impostures, les fausses valeurs, les bidons, les vrais talents étant les plus discrets comme toujours. Et là, il s'inquiétait beaucoup, et c'est dans cette maison, voilà, c'est dans cette maison, de l'autre côté, là, sous les platanes, qu'on allait mettre couchés sur le papier les statuts de la société que je voulais faire avec lui. Et voilà, ça c'était... Mon père n'aurait pas vu ça, mais qu'est-ce qu'il aurait été heureux. Jean Drucker, Michel Drucker sur la même carte de visite, c'est ce week-end-là. Donc on aurait fait un parcours magnifique, quoi. Michel Drucker, votre frère, semble dire que vous étiez fait totalement pour ce métier, pour le cinéma, pour la télévision. Vous avez pensé que vous auriez pu présenter une émission plutôt que d'être le président. Écoutez, très honnêtement, on peut en parler d'autant plus détendu que le moins qu'on puisse dire, c'est que la question ne se pose plus. Non, mais à une certaine époque. Oui, non, je n'ai jamais eu ce fantasme. Vous savez, de même qu'il y a certains qui se voient producteurs ou metteurs en scène, mais qui ne s'imaginent pas acteurs, par exemple. Mais moi, j'ai jamais eu le fantasme d'être devant la caméra, probablement parce que je pense que c'est beaucoup trop difficile. Je pense que c'est une façon extraordinairement, vraiment redoutable de s'exposer. Et Michel a de façon évidemment exceptionnelle ce talent-là, et je ne suis pas sûr que je l'aurais eu. J'ai vu défiler ici
tous les grands ponts de l'audiovisuel européen, mondial, et tous les grands patrons de presse, tous les patrons de chaîne, etc. Alors ça me faisait marrer, parce que j'arrivais toujours dégoulinant en âge. Et les gens disaient, vous reconnaissez mon frère? Les gens disaient, qu'est-ce que c'est que cet ovni, cet extraterrestre qui débarque à 13h30 au milieu d'un somptueux déjeuner et à qui on proposait un verre de rosé frais. J'ai dit non. Vous allez me remplir ma gourde. Je restais une demi-heure, je voyais plein de gens que j'aimais pas beaucoup d'ailleurs. C'est pas que je les aimais pas, c'est que je savais ce que j'en pensais d'eux. Donc je le regardais, juste un clin d'œil, je dis bon courage, hein. Bon courage. Bonjour la télé-réalité. Que sera Michel Drucker dans 20 ans, par exemple? Je crois que je ferai moins de télévision et je crois que j'écrirai davantage en essayant d'écrire pour la télévision ou pour le cinéma. Et je pense que je serai beaucoup plus souvent derrière la caméra que devant. C'est bon, s'il n'y avait pas eu la télévision, que seriez-vous devenu? Médecin. Médecin? Ah oui, c'est mon grand regret, évidemment. J'aurais voulu être médecin. Vous auriez été capable? Oh, quand j'avais 12 ans, j'accompagnais mon père dans les fermes lorsqu'il faisait les accouchements au fin fond de la France de Balzac et de Maupassant. J'aurais adoré être médecin. Il est au bout de la variété. Alors comme toujours, d'un rêve, il va faire un défi pour le sauver de l'impasse. À l'automne 99, il invite Martine Aubry à Vivement Dimanche. Une fois par mois, un politique y feuillettera l'album de sa vie. La presse se déchaîne, les journalistes politiques se moquent. Mais Martine Aubry adore l'émission. Daniel Cohn-Bendit fait un carton, l'audience grimpe et les politiques se précipitent. Il les aura tous, ou presque. Ségolène, pour dire sa rupture avec François, Nicolas Sarkozy en famille, Monsieur et Madame Chirac sur le départ, Olivier Besancenot en héros populaire, Carla Bruni en Carla Sarkozy. Il fait la saison. Michel Drucker change de costume sans changer de peau. Les politiques changent d'âme sans perdre leur âme et il devient l'arbitre du spectacle contemporain. Oui. Il est là. Maintenant, je vais aller voir mon patient. Voilà, préparé. Ce qui me rassure, c'est que, surtout pour les hommes et les femmes politiques, plus que pour les artistes, eux, ils sont plus angoissés que moi. Voilà. Parce que là, ils ne sont pas dans leur schéma habituel. Là, c'est pas une émission politique à 100% où on connaît ses intervieweurs, les petites phrases. On va retrouver ses adversaires ou ses amis politiques qu'on rencontre sur tous les plateaux toutes les semaines pendant 20 ans, souvent. Là, c'est autre chose. Puisque là, l'émission, c'est à leur raconte. Chers amis, bonjour, bienvenue au studio. Vivement Dimanche, c'est un talk show, j'allais dire presque culturel, avec quelques chansons qui sont là pas par hasard, d'ailleurs. Mais l'émission de variété avec un grand orchestre devant un public, c'est terminé. Ça reviendra peut-être, mais c'est terminé dans le monde entier. Oh, Mme Chirac, vous êtes là. Vous n'avez pas vu? Alors, c'est pour quand ce déménagement? Moi, je suis pas sûre de reprendre derrière. Hein. François veut rester à la maison, c'est trop grand pour moi, vous savez. Il y a tout ce ménage. Vous étiez en location? C'était en 95, vous avez pris ça. Vous auriez dû acheter. Quand on voit... Ah oui, quand on voit l'immobilier, ce que ça a pris en 10 ans, vous auriez dû acheter. Voilà. Au revoir, c'est une émission qui n'est pas neutre pour les politiques. Il est évident que si les Jospin avaient accepté, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont regretté par la suite, et notamment Sylviane Jospin, qui est extrêmement médiatique, remarquablement intelligente, très belle personne, très distinguée. Elle lui aurait apporté incontestablement, si elle avait participé à une émission dont son mari était l'invité. Il est évident que politiquement, ça aurait eu, l'émission aurait eu du succès et ça aurait eu un impact. Ils n'ont pas accepté. C'est comme ça. Hein. Toutes les semaines. Donc j'essaie à chaque fois d'arriver avec des chaussettes qui sont prêtes, mais comme par hasard, ça va jamais. Mon père, il aurait été très heureux de voir, il y a 10 ans, un papier dans les colonnes du Monde
Même Libération, même un mauvais Libération, il aurait été content. De toute façon, un bon Libération, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit un mauvais Libération. Parce que Libération, la Légion d'honneur, ça va à Libération, bon ou mauvais. Et Le Monde aussi. Aujourd'hui, c'est Michel Drucker qui nous accompagnera tout au long de ce journal, avec qui nous reviendrons sur son émission de dimanche. L'invité était, comme la loi l'oblige, encore Nicolas Sarkozy. Les filles, Sarkozy, la politique, le bois de Boulogne, le vélo. Les filles, le vélo, souvenez-vous. 95, le traître. Balladur, la fringale dans la montée, la chute, Nifique. Vous aimez les chiens? Oui, oui. Nifique, les chiens, souvenez-vous, les chiens. 4 pattes, une queue, des oreilles. Nifique, les oreilles, hein. Et les poils, j'adore les poils. Vous aimez les poils? Oui, oui, oui. Magnifique, les poils à long, court, souvenez-vous. On en fait des brosses, les poils. On n'en parle pas assez des poils. Magnifique. Grande carrière, les poils. Ça va, il est en pilotage automatique. Il peut faire 3 heures tout seul, là. Magnifique, le pilotage, les hélicoptères, Sardou. Balavoine aussi. Une pensée pour Daniel. Et Tagada, son chien. Vous aimez les chiens? Mais oui, moi aussi, j'aime tout le monde. Le soir, par exemple, la veille d'une émission... Mais ça a toujours été, mais c'est encore plus maintenant. J'appelle ça, il fait ses devoirs. Alors, il se met dans son lit. Alors évidemment, il y a toujours la télé qui marche, hein, de toute façon. Mais avec toutes ces fiches, il réapprend par cœur la carrière artistique, politique, de l'invité qu'il va voir le lendemain. Tout ça, tous les soirs, il est là, il est studieux, comme un enfant qui révise ses leçons avant l'oral le lendemain. Quand je rentre, ça va faire sourire beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, ce que je vous dis, mais quand je rentre le soir, ma femme jette sur moi le regard d'une mère qui voit son grand revenir de la fac. Et je lui dis toujours, tiens, tu vas être contente, je crois que je ramène de bonnes notes aujourd'hui. Si je vous ai invité dans mon émission, c'est aussi parce que je vous ai vu beaucoup à la télé, comme beaucoup de Français. Et ce qui m'a frappé, puisque moi c'est mon job, c'est la facilité avec laquelle vous avez décrypté cet instrument. Je pourrais dire la même chose de Sarkozy, car Sarkozy est une bête de télévision lui aussi. Mais ce qui me frappe, c'est votre capacité à contrôler vos émotions, à rester calme, alors qu'on pourrait penser que, compte tenu de votre jeunesse, vous allez vous enflammer très vite. Est-ce que vous l'avez travaillé, tout ça? Travailler, non, je dirais pas, mais il n'y a rien de naturel. Il y a du travail derrière tout ça, collectif en tous les cas. Je ne le travaille pas individuellement, on n'a fait surtout pas de cours, encore moins de boîtes de communication, alors c'est pas du tout notre genre. Il n'y a pas un Ségala dans les tiroirs? Non, non, puis en plus on n'aurait pas les moyens, mais bon, on s'en passe volontiers. Je veux dire, notre boîte de communication à nous, c'est le monde auquel on appartient. Voilà, tous les deux. C'est évident que c'est une émission extrêmement importante pour nous, c'est clair et net. Voilà, ça a un enjeu particulier de venir dans une émission comme celle-là, ne serait-ce que par le temps qu'on a, le cadre qu'on a, c'est évident. Maintenant, je ne le vois pas du tout dans le cadre d'un parcours professionnel ou d'une carrière, puisque moi, je ne m'engage pas pour faire une carrière. Moi, ce que je crois, mais peut-être que je me trompe, c'est qu'on retiendra de cette émission que c'était l'avènement, par exemple, de salariés qui luttent depuis pas mal de temps et qui ont pu avoir le temps. Quel que soit son avenir, il y aura un avant et après cette émission. Je peux vous le dire parce que les gens qui vont regarder cette émission auront été très très secoués par certaines parties de l'émission, qu'ils soient militants ou pas. Il s'est dit des choses que j'ai pas entendues souvent à la télévision, dans une émission. Et, voilà. Et ça, je suis assez content de ça parce que c'est aussi mon job. À bientôt. Je crois que dans toute la carrière de Michel Drucker, et sans accorder trop d'importance au passage où nous avons travaillé ensemble, je crois que dans toute sa carrière, le moment où il décide de faire venir Gueluc, Mazur et moi-même et d'inviter des politiques, ça a été un moment tournant. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi heureux, aussi fier de son audace qu'à ce moment-là. Il a eu le sentiment qu'enfin le monde entier allait découvrir qu'il était capable de prendre des risques. Et c'est vrai que dans toute sa carrière, ce petit moment-là, où tout d'un coup le monde pouvait titrer en première page sur telle ou telle de ses émissions, ça a été son plus grand bonheur. C'est le primat, c'est toi, c'est toute l'équipe, c'est la gentillesse, les gens aussi. Les gens sont cool. Hein? Adorables. Bon. Bonne journée. T'es content? Il est parti à quel moment, le président? Au début de l'émission? Oui, il est parti avant. Il est usant, mais il a tellement de charme que on se laisse user presque avec plaisir. Et il le sait. Et il a un côté quand même enfant gâté.
Mais c'est vrai, vivre avec lui toute la journée, c'est assez fatigant. Mais lui, il est jamais fatigué. Hein. Par contre, quand il se couche, il s'est tellement agité toute la journée que quand il s'allonge, je vous assure, vous comptez jusqu'à 3 et il est endormi. Il se couche, 1, 2, 3, il dort. J'ai besoin de me sentir très occupé, très actif. J'ai besoin de faire de la radio, avec des sujets tous les jours différents. J'ai besoin de changer d'invité tous les week-ends. J'ai besoin de découvrir des gens nouveaux. J'ai besoin de rouler. J'ai besoin de nager. J'ai besoin de piloter. J'ai besoin de téléphoner. J'ai besoin d'être en éveil en permanence. À vélo, on est seul. En hélico aussi. 2 défis extrêmes pour un jusqu'au-boutiste. Avaler les kilomètres et prendre de l'altitude. Prouesse physique et précision de la concentration. Du vélo à l'hélico, voilà le plus grand spectre possible de la performance. Sport de pauvres et sport de riches. L'éclectisme jusqu'au paradoxe. Drucker, gendre idéal à la ville et tête brûlée dans l'intimité. Regarde. Alors, à partir de là, c'est chez moi, on est d'accord? Oui, mais c'est moi qui parle. Oui, mais c'est chez moi. Oui. Alors oui, à partir de là, effectivement, c'est chez Dany. Voilà. Voilà. Promesse faite il y a 35 ans et tenue. Alors voilà. Donna, Bibi. C'est moi qui parle. Hein. Allez, venez, Donna, Bibi, maman va donner Non, les c'est moi qui carottes. parle. Ce sont des ânes. Aïe! Je te l'ai dit de faire attention. Mais attends, tu te rends compte, t'imagines. En plus, moi qui suis un droitier, Oui, mais moi, je sais. j'ai encore 10 ans de télévision à faire, et je suis droitier. Quand tu veux que je prenne le micro, il faudra que je me... C'est pas par méchanceté, mais il faut savoir donner à manger à des ânes. Voilà. En réalité, c'est l'entrée officielle de l'Arche de Noé. Voici le zoo. Cathy, nous arrivons. Ça va, Cathy? Ça va. Alors, Cathy, c'est celle qui s'occupe de tout. Comme moi, ça va m'arriver également, d'être bientôt à la retraite. Je vais ouvrir probablement une annexe pour vieux animateurs. Voilà. Des animateurs abandonnés, lâchés sur une route par la ménagère de moins de 50 ans. Et la seule personne qui n'est pas là aujourd'hui, car vous filmez un dimanche, c'est le psychiatre qui nous soigne. Voilà. Parce que, évidemment, vous avez remarqué que vous êtes tombé dans une famille de fêlés. Nous en sommes parfaitement conscients. Être senior, maintenant, n'est plus tabou. Et quand je vois que dans les sondages, je commence à être le préféré des seniors, je suis très heureux. Parce que être le préféré des seniors, ça veut dire, quelque part, avoir traversé toutes les modes. Et je hais les modes. Moi, j'ai décidé d'être le plus fringant des seniors. C'est mon ambition. Je veux être le représentant des vieux, voilà, et être leur relation encore avec cet univers qui est un univers d'une très grande cruauté. Je voudrais être le plus vieux de la télévision. Voilà. Je voudrais, moi, mon modèle, c'est Charles Aznavour. Michel, dans 20 ans, ça sera le patriarche de la télévision. La phrase qui me hante le plus, je crois que c'est celle du général de Gaulle ou de François Giroud, que la vieillesse est un naufrage. Mais je ne suis pas encore naufragé, je l'espère.